Bonjour. Aujourd'hui, j'ai reçu Serge Chagnon, qui est un expert formateur des équipes de vente. C'est son métier. Vous allez me dire pourquoi parler de vendeur et de vente? Bien parce que le vendeur est celui qui est en relation immédiate avec l'acheteur. Et comme on veut encourager une bonne relation, on veut encourager un bon développement, on en a parlé. C'était une discussion très enrichissante. Je suis certaine que vous allez aimer ça. On a défait quelques croyances. On a aussi parlé de perceptions négatives de part et d'autre. On a aussi parlé de comportements. Il y a des comportements qui sont à proscrire. Il y en a d'autres qui sont à encourager. Et pourquoi et comment on peut bâtir une relation gagnante, optimale entre ces deux parties-là pour le bénéfice de nos organisations. Je pense que vous allez vraiment être intéressés. Restez à l'écoute. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonjour Serge Chagnon. Bonjour Claudine. Que je reçois aujourd'hui. Serge, on va parler de sujets super intéressants, mais d'abord, tu es là comme expert. 30 ans, plus de 30 ans, tu m'as dit, dans le secteur de la vente, dans des industries très variées, en consultation, mais aussi en manufacturier, en distribution. Et de toute cette carrière de vente, tu as observé des choses, tu as vraiment constaté des choses qui sont intéressantes à partager avec nous. Et il y en a peut-être qui vont se demander, bon, on va parler de vente dans un balado d'approvisionnement, mais quel lien direct on peut faire? On va le réaliser tout au long de notre discussion. Et je veux souligner aussi que maintenant, tu te dédies à former les équipes de vente. Donc, pour en faire des meilleurs représentants auprès des acheteurs, j'ose dire ça. Mais c'est intéressant et c'est le programme Sandler que tu as maintenant depuis quelques années. Oui. Donc, c'est ta vie maintenant de former des meilleurs vendeurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a probablement toutes sortes de témoignages aussi de vendeurs sur les relations ou les mauvaises relations ou les bonnes relations qu'ils ont envers les acheteurs. Donc, on va parler de ça. Moi, au début, j'étais un peu sceptique, je dois te dire, comment on va aborder la question de la vente dans notre balado. Mais je pense qu'on a vraiment des beaux filons. Je pense qu'on a vraiment des beaux partages à faire. Et je veux juste souligner aussi, en partant, qu'on va parler de vente, donc vendeur-acheteur, mais dans le cadre d'une nouvelle relation ou du développement d'une relation par opposition à la gestion d'un fournisseur qu'on aurait depuis longtemps ou depuis plusieurs années. Donc, vraiment à l'entrée en relation. Et là, bien évidemment, il y a plein d'enjeux qui font que vendeurs, acheteurs doivent, je dis toujours, cohabiter, soit ponctuellement ou pour longtemps. Mais partons le bal là-dessus, parce que c'est intéressant d'en parler. Déjà, j'ai le goût de te poser la question. Je connais la réponse, mais je vais te poser. Quelle perception ont les acheteurs des vendeurs en général, encore en 2024? Est-ce qu'il y a des perceptions négatives ou est-ce qu'il y en a quand même quelques positives? Mais quelles sont-elles, ces perceptions-là, dans ce que tu entends, dans ce que tu vois avec tes gens aujourd'hui? Oui, c'est une belle question, Claudine. Et puis, je dois dire que tous les vendeurs sont aussi des acheteurs, parce qu'on consomme, on achète. Je consomme beaucoup. On est tous des acheteurs, puis on voit tous aussi des vendeurs à l'œuvre. Donc, quand on me demande c'est quoi la perception que les acheteurs ont des vendeurs, bien, les vendeurs aussi ont la perception des vendeurs. En formation, j'ai un des cours que je donne où ce que je demande aux gens, aux participants, c'est que si je dis le mot vendeur, vous pensez à quoi? Par ton sourire, je peux imaginer. J'ose pas répondre, mais c'est vrai qu'on a une perception des choses. Un autre vendeur. Juste un autre vendeur, c'est déjà quelque chose de péjoratif. Puis c'est très poli. Je vais entendre grand parleur, petit faiseur, à commission, crasseur. Ah oui, c'est vrai. Le mot vendeur, il y a une connotation très négative. Il n'y a pas un représentant qui se promène avec une carte d'affaires sur laquelle le titre est vendeur. Ça, c'est intéressant, l'évolution des titres. On voyait ça avant. Vendeur, telle chose, telle entreprise. Là, on voit toutes sortes de choses. Représentant, conseiller, on voit relation avec la clientèle.
on a voulu, donc, je comprends de ce mouvement-là qu'on a voulu s'éloigner à tout prix du mot vendeur. Oui, on s'éloigne à tout prix du mot vendeur parce qu'il y a toute la connotation négative du vendeur. Puis pour moi, vendeur, puis aujourd'hui, je vais utiliser à plusieurs reprises le mot vendeur parce que pour moi, la vente, c'est une profession noble, et puis c'est une belle profession. Cependant, il y a une connotation négative sur le mot vendeur. Donc, effectivement, quand on regarde les représentants, il y a toutes sortes de titres qu'on va voir. Hein. Puis c'est la même chose au niveau des acheteurs. J'ai juste le fun, j'étais allé sur ChatGPT, puis j'ai fait une petite recherche, j'en ai ressorti 15. Non, t'as raison. Juste pour le mot acheteur. Mais vendeur, on va voir selon l'expérience, selon le marché. On va voir conseiller, représentant. T'as raison, puis c'est une question aussi de maturité. Puis c'est une belle profession, comme aussi on valorise la profession de l'acheteur, des approvisionnements. Il y a une façon de bien l'exercer. Mm-hmm. De façon professionnelle, mais c'est vrai qu'on reste aussi accroché à certains... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme perception négative? Hein? Spontanément, on pense à quoi aussi? On parle d'agressivité, la personne tenace, la personne qui ne lâche pas, insistant, qui fait des suivis à outrance. Harcelant, oui, effectivement. Ça, c'est des perceptions. Ben, j'allais dire le terme perception, mais c'est la réalité aussi. Puis pour moi, ça part tous de l'interaction au départ qu'on a avec l'acheteur. T'sais, si, à la base, on s'entend sur des bonnes prémices, c'est quoi la prochaine étape? Quand est-ce qu'on devrait se reparler? Et on convient ensemble, l'acheteur et le vendeur, des prochaines étapes claires et précises, avec des dates précises. On va se sentir moins harcelé parce qu'on va avoir convenu des démarches à l'avance. Puis c'est vrai, on va en parler de ça parce qu'il y a toute la notion de comment je fais le suivi aussi auprès de l'acheteur. Ça, je sais qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions. Dans les perceptions négatives, là, moi, je me permets de te souligner un que j'entends aussi de temps en temps. C'est celui de l'impression que le vendeur ou la personne qu'on a face à nous ne comprend pas notre besoin. Mm-hmm. Ou une mauvaise compréhension, ou c'est juste présenté sans vraiment... Ça aussi, c'est quelque chose qui accroche peut-être le professionnel de la vente. Oui, nous, en formation, on va avant de présenter un produit, un service, on demande aux représentants de qualifier solidement les opportunités. Et quand on est en mode qualification, on devrait écouter 70 du temps puis parler seulement 30 du temps. Ah oui, hein, l'écoute. L'écoute. Écoute, ça fait des années que je dis aux représentants de 2 oreilles et une bouche, tu devrais commencer à écouter 2 fois plus que tu parles. Hein? Et puis, aujourd'hui, le représentant, on se doit de poser beaucoup de questions pour comprendre. Puis, il y a une nouvelle réalité qui avec l'Internet, et puis je les appelle mes Google Docs. Les gens ont accès à beaucoup d'informations. Fait que des fois, l'acheteur va arriver devant nous, puis ils ont déjà fait leur pré-diagnostic. Déjà un peu préparé. Il est déjà préparé, puis il y a déjà peut-être une perception du produit qu'il voudrait avoir. Puis, le rôle du représentant aujourd'hui, c'est plus de donner l'information, c'est de faire du sens à travers toute l'information qu'il peut retrouver sur l'Internet. Puis on va faire ça en posant des questions, puis comprendre les enjeux du client. Puis une fois qu'on comprend bien, là, on est en mesure de présenter. Puis peut-être que la solution au client, c'est peut-être pas la nôtre. Fait que si on a cette perception-là comme acheteur, ça peut être que le vendeur fait pas bien son travail dans ce sens-là pour vraiment créer la connexion entre ce qu'il a à proposer et le besoin. Donc, ça peut laisser sur une espèce ça peut laisser un goût un peu amer ou ce qui fait qu'une relation démarre pas bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme perception négative aussi, où on va dire, par exemple, tu me diras si c'en est une, mais tu sais, par exemple... ben oui, il m'avait dit qu'elle allait faire ça, puis effectivement, c'est pas arrivé, ou s'il n'a pas rencontré mes attentes. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi? Il vient vendre, après ça, il disparaît. Ça, on en voit ça souvent. Puis des fois, moi, j'entends, ben j'y avais dit pourtant. Ouais. Dans le sens où, tu sais, des fois, moi, les représentants qui arrivent à une situation problématique, ils vont me dire, ben pourtant, j'y avais dit. Puis, et ça, de part et d'autre. C'est la responsabilité du représentant, lui, de son côté. Pour moi, une belle vente, là, c'est que j'ai vendu le bon produit à la bonne personne au bon prix. Puis c'est gagnant, tout le monde fait des profits. Ouais. Parce que de part et d'autre, les deux entreprises doivent faire des profits. C'est ce que ça devrait être aussi. Puis après ça, il faut prévoir les prochaines étapes claires. C'est une fois que j'ai signé un PO avec un client, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va arriver de façon précise pour s'assurer qu'on n'aura pas un client qui, par exemple, je sais pas moi, il reçoit un avis comme quoi qu'il doit faire un paiement puis il ne va pas être avisé. Fait que si on est dans la communication. C'est de la communication. La vente, c'est de la base, communication. Là, communiquer en amont, communiquer nos attentes, communiquer ce qu'on va
ce sur quoi on s'engage dans ce cadre de relation-là. C'est carrément de la communication, effectivement. Puis il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont moins. Puis je pense qu'il y a une responsabilité des deux bords. Le représentant, lui, doit s'assurer de bien communiquer, puis des fois de mettre ça par écrit pour que le client le voit, c'est clair, net et précis. L'acheteur, lui aussi, a sa responsabilité de poser des questions, de s'assurer qu'on a bien compris, faire en sorte qu'on n'a pas de surprise de part et d'autre. Ouais. Puis dites-vous une chose, c'est que l'acheteur, lui, s'il y a une surprise, pas agréable, le vendeur non plus. Parce que lui, il faut que ça revire à l'interne. Puis si, par exemple, oui, le client... tu as raison de dire ça. On l'oublie parfois, mais effectivement, il n'y a personne de gagnant dans un cadre de discorde, de malentendu ou de... Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi comme perception? On peut entendre parfois... on vient nous proposer, mais en bout de ligne, il est peu attentif à mes besoins. Il veut juste faire sa vente pour faire sa commission. On est encore accroché là-dessus. Hein? Ça peut arriver, mais je vous dirais de moins en moins. De moins en moins. Donc, ça se professionnalise même jusqu'à ça. Là. Les plans de rémunération dictent les comportements. Puis là, quelques années, la partie salaire de base plus commission était plus élevée en commission que le salaire de base. Les dernières années, avec la pandémie, les salaires de base ont augmenté, le taux de commission a baissé. Fait que, donc, le risque est moins là, c'est moins exposé. Il y a des secteurs d'activité où il y a des représentants qui vendent des produits au-dessus d'1 million, puis le pourcentage de commission, c'est infime. C'est minimal. C'est sûr qu'ils ont des quotas à faire. C'est sûr qu'ils ont des attentes aussi de leur côté. Mais de penser là, qu'ils cherchent juste sa commission, est-ce que ça existe encore? Possible. Mais je pense que c'est moins que donc, c'était. ça, c'est vraiment une mauvaise perception. Il faut défaire un peu ça aussi, ces croyances-là, je pense, puis laisser le professionnel de la vente faire son travail. Maintenant, une fois qu'on a passé un peu ces croyances-là, puis qu'on les a un petit peu démontées ou qu'on les a un petit peu... quel est, et puis toi, tu es là-dedans, c'est ton métier maintenant de former des équipes de vente, des professionnels de la vente. Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques que tu vois chez les vendeurs à défaire absolument? Des choses qui nuisent à tout point de vue, mais qui s'accrochent encore à titre de comportement ou d'attitude? Ou y a-tu des choses que tu remarques? Oui, la première pratique, c'est qu'il faut s'adapter au style de la personne qui est devant nous. Tu as fait allusion un peu à ça tantôt. Il y a des concepts comme le disque, les codes de couleur. Ouais. Si je m'adresse à un bleu, tu connais le concept, si je m'adresse à un bleu, peut-être que je devrais m'assurer d'avoir beaucoup d'informations parce que lui, il va en rechercher. Si je m'adresse à un rouge qui est plus directif, peut-être que je devrais adapter mon style parce que là, lui, il veut rapidement faire la rencontre puis aller chercher de l'information puis pour voir qu'est-ce que ça va lui donner. Donc, la première chose, c'est au représentant. C'est sa responsabilité à lui de s'adapter au style d'individu qui est devant lui. Donc, vous arrivez à former ces professionnels-là pour qu'ils puissent développer des antennes pour identifier ces profils qui sont devant eux de manière à adapter leur approche, leur démarche. Je vais donner un exemple très court. Moi, tu connais le concept des bleus, rouges et verts. Bon, moi, c'est le disque. Moi, je suis un bleu à 65 %, j'ai du D, puis du rouge, puis un petit peu de jaune. J'ai rencontré un client il y a quelques années, puis les 15 premières minutes, je regardais son style, puis je me suis aperçu que lui, il était plus un jaune avec du rouge. Donc, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Mais ça, tu t'en es aperçu, je te coupe. Tu t'en es aperçu comme ça lors de la rencontre, là? Oui, par les interactions avec lui. Puis, ça prend un petit peu de doigté, mais je m'en suis aperçu. Ayant vu ça, je suis tombé dans un mode beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif. Je me suis levé, je disais, je peux-tu prendre ton tableau blanc? Puis là, je suis tombé dans l'action, plus direct, plus expéditif un peu, puis tout en étant jovial, parce que je voyais qu'il était un style jovial. Le client a acheté de nous. Et quelques mois après, quand on était dans la formation, puis on a vu le concept du disque ou les codes de couleur, il m'a carrément dit, Serge, les premières 10-15 minutes qu'on a eues ensemble, la première rencontre, je te trouvais drabe, plate. Ça ne correspondait pas à son style. Je me disais, je ne peux pas croire, je vais passer 1 heure avec lui. Puis 1h30 plus tard, quand je suis sorti de là, il dit, hey, c'est quoi? C'est un bon Jack, je me vois travailler avec lui. Puis il me dit, j'assume, c'est pas un concours de circonstances. La réponse est non. Donc, la première chose, c'est, il faut qu'on s'adapte au style de la personne qui est devant nous. Puis 2, il y a encore aujourd'hui des vendeurs qui parlent trop. Commençons donc par poser des questions. Écoutons le client. Il n'arrête pas de parler. C'est intéressant, ça. Mais tu vois, c'est surprenant quand même qu'en quelques minutes, on peut s'identifier la personne qu'on a devant nous puis adapter son propre style de communication. Parce que c'est un style de communication, c'est carrément ça. L'avance, ce qu'il va recevoir, comment il va l'accueillir. Puis ça, c'est intéressant. Est-ce que dans les comportements, moi, j'en ai quelques-uns en fait en tête, puis je veux t'entendre là-dessus.
un des problèmes que j'ai souvent personnellement observé puis que je continue d'observer, je trouve ça très malheureux, c'est le manque de préparation de certains vendeurs. Et ça, je veux que tu nous en parles, ce que tu constates comme problématique, ce que ça impacte, ça a quand même un impact important quand on arrive devant un client puis qu'on n'est pas préparé. Mais pourquoi est-ce qu'on se prépare pas plus? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus curieux du client qu'on va rencontrer? Et si je te disais que majoritairement, à mes yeux, ça vient des représentants d'expérience? Parce que là, eux autres, ils ont des grands territoires, beaucoup de clients, la vie va vite, et puis des fois, ils vont sur le plus court. Puis la préparation, c'est de prendre 2-3 dépliants, une tablette, un livre, puis sur un iPad, puis de partir, on va aller voir le client. On regarde le site Internet très rapidement. On voit encore ça aujourd'hui en 2024. Puis le point, nous autres, qu'on amène aux gens, c'est pas toute préparation. Si tu as 1 heure de rencontre avec un client, ça va prendre 15-20 minutes à te préparer en conséquence. Va voir le site Internet. Plus, ouais. Va voir son LinkedIn. Fais une recherche. Aujourd'hui, tu as des outils comme ChatGPT, je leur nomme encore une fois, ce qui peut permettre d'aller voir c'est quoi les enjeux d'une entreprise type de ce cadre-là que je m'en vais rencontrer. Il y a plein de sources d'informations. Il y a plein de sources. Puis arrêtons de poser des questions sur le site Internet du client, dont la réponse est sur le site Internet du client. Puis si on veut établir une relation avec un client, on peut commencer la rencontre en posant des excellentes questions. On n'a pas besoin de dire au client qu'on connaît notre sujet. Juste des bonnes questions qui amènent le client à se questionner ou il va s'apercevoir lui-même qu'on a de l'expérience. Ça suscite une réflexion. Une bonne question va susciter une réflexion la plupart du temps. C'est ça. Et là, on démontre notre expertise. On peut pas dire au client écoute, je connais ça. Moi, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un dans le passé, puis quand on rencontrait des clients, puis on parlait d'un projet en particulier, puis mon gars était à côté de moi, puis il disait moi, monsieur le client, je connais ça. Non. Ça ne crée pas une crédibilité. Mais si on posait des questions qui font réfléchir le client, on développe notre crédibilité. Oui, mais tu as raison de dire que c'est par des questions qu'on exprime aussi notre expertise puis notre connaissance d'un sujet, les bonnes questions. Donc, la préparation, et ça, je le redis encore parce que ayant été sur le côté achat, c'est quelque chose souvent qui est presque choquant. Si le vendeur n'est pas préparé ou s'il ne connaît pas... Tu sais, puis on a beau dire le site web, mais ça va au-delà de ça. Ça peut être, par exemple, connaître l'industrie dans laquelle ce client-là, connaître ses derniers bons coups, chercher à savoir, y a-tu gagné des prix, quelle sorte de culture on a dans... Il me semble que ça, c'est des choses que je me rappelle aussi personnellement, quand je recevais ces informations, je disais, quelqu'un qui est là pour moi. Hein? On a ce sentiment-là, on n'est pas là pour vendre, mais on est là pour me connaître, pour savoir un peu de façon informelle, mais d'essayer d'identifier ce qui va répondre à un besoin. Puis tranquillement, on arrive à un besoin plus spécifique aussi. Vous savez, le sujet numéro 1 de tout individu, c'est lui-même. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Fait que si on fait nos devoirs à l'avance, puis on va chercher de l'information sur l'individu, son entreprise, son marché. Tu sais, puis avant, en vente, quand on faisait du cold call, quand on était en présentiel, on rentrait chez le client, puis on scannait des yeux l'environnement du client, puis on voyait quelque chose, puis vous êtes un amateur de hockey. Puis on faisait parler le client. Aujourd'hui, c'est un peu télégraphié. Mais si on fait nos devoirs correctement, puis effectivement, on dit hey, j'ai vu une nouvelle, vous avez un nouveau produit. Qu'est-ce que vous avez amené dans ce marché-là? C'est intéressant. Vous êtes parti de ça comment? Exactement. Ça fait ouvrir les gens. Curiosité aussi, qui va amener une certaine transparence. Il y a aussi un élément qui, dans les comportements des vendeurs, et ça beaucoup de vendeurs ou de professionnels de la vente en général peuvent se questionner. Beaucoup de dirigeants d'entreprise aussi se questionnent sur quelle est la bonne façon de faire des suivis auprès de nos prospects ou de nos clients potentiels. Et ça, c'est bien problématique pour beaucoup de gens. J'ai souvent la question... Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Si tu es passé, comment je fais? Qu'est-ce que je dis? Et puis, ça peut partir aussi d'une rencontre, hein, dans un salon. On m'a souvent rapporté ça. Dans un salon d'affaires, par exemple, je rencontre des gens, des potentiels. Et puis, il y a une discussion, c'est intéressant. Et on se dit, il faut se reprendre après l'événement. On se fera une rencontre plus spécifique pour passer plus de temps. Mais là, il y a comme un malaise ou une incompréhension sur comment je fais ce suivi-là. Est-ce que je fais un rappel de l'événement? Donne-nous des conseils, puis donne-nous les conseils qui marchent, parce que je sais qu'il y a plein de façons de faire ça, mais les façons les plus bénéfiques de faire des suivis auprès de nos prospects, ce serait quoi? Je te dirais, la première, c'est
à la base, il faut s'entendre, l'acheteur et le vendeur, quel genre de suivi qu'on veut faire, quand est-ce qu'on veut se reparler, puis pourquoi qu'on veut se reparler. Donc, en timing, là, en temps. Là, ouais. Donc, moi, si je suis en rencontre avec toi aujourd'hui, on parle d'un produit quelconque, à la fin de ma rencontre, je vais dire, tu veux qu'on se reparle quand? C'est quoi la date? La date, quel va être l'objectif, puis tu vas t'attendre à quoi lors de cette discussion-là. Donc, avoir une vision claire, partager, aucune ambiguïté entre l'acheteur et le vendeur sur c'est quoi la prochaine clarté, étape. Ouais. Moi, j'aime toujours dire, si tu veux connaître le futur, ramène ça au présent. Donc, si on se reparle on veut se rencontrer à telle date, qu'est-ce qu'on va vouloir accomplir à ce moment-là? Donc, pour faire en sorte que quand je vais te rappeler à cette date-là, tu n'auras pas de surprise. Parce qu'on va s'être entendu qu'on va se parler à une date très précise. Puis deux, je te demanderais... On définit l'agenda presque en même temps. Ouais. L'agenda est défini, puis je te dirais, si on a affaire à faire un suivi, je le fais comment? C'est-tu le téléphone, le cellulaire, ça va être le téléphone du bureau? C'est quoi ta meilleure façon de communiquer avec toi? C'est-tu un texto? C'est-tu LinkedIn? Il y a des clients qui travaillent sur LinkedIn. Ouais. Et s'entendre de façon très précise. Comment? Quand? Ça va être quoi l'objectif de cette conversation-là? Qui va faire en sorte que je n'aurai pas d'ambiguïté. Puis après ça, c'est au représentant ou au vendeur, lui, de son CRM, de prendre une note, puis de s'assurer de faire un suivi au moment opportun. Puis on étire ce scénario-là. Là. On convient, on se reparle. Après les vacances, par exemple, ça peut être d'actualité. On va discuter de telle chose. L'acheteur, par exemple, du côté client, va dire, je m'engage peut-être d'ici cette rencontre-là à aller chercher un peu plus d'informations sur tel aspect. Qu'est-ce qui arrive après si ça n'a pas lieu? S'il n'y a pas vraiment cet échange-là, comment on relance après? Je sais que ça, c'est une problématique aussi. Puis des fois, on peut dire, on se reparle dans tant de temps. Si c'est pas ça qui se produit, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'invitation, c'est pas formalisé. Qu'est-ce que je fais? En tant qu'acheteur? En tant que vendeur, pour commencer. En tant que vendeur? Tu sais, à la base, si avec toi, je me suis entendu sur un moment précis de rappeler. Moi, ce que je vais faire avec le client, je l'ai fait hier d'ailleurs, c'est on va convenir d'un moment d'appel, dans une semaine, dans 3 semaines. Puis je demande toujours au client, si j'ai pas de retour d'appel de ta part, parce que des fois, c'est les clients qui vont me dire qu'ils vont me rappeler, si j'ai pas de retour d'appel, tu t'attends à ce que je fasse quoi? Et c'est là que le client va me dire, regarde, tu m'appelles sur mon cellulaire. Tu me relances, en fait. Tu me relances. Ouais. Je vais relancer. Okay. Moi, quand je fais une relance avec un client, au moment de la relance, je vais toujours dire, écoute, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on avait convenu que je te rappelais aujourd'hui. C'est pour ça que je t'appelle. Mais tu sais, ce que j'aime dans ton truc, c'est on est dans la responsabilisation aussi. On est dans, si je prends un engagement, c'est pas un engagement qui aura un contrat nécessairement, mais je trouve que la crédibilité de la relation va se bâtir au fur et à mesure des petits engagements qu'on prend pour la bâtir, cette relation-là, peu importe ce qui va arriver. Mais j'aime ça, ce que tu dis, c'est-à-dire d'autant pour l'acheteur, parce qu'on va arriver à l'acheteur, si lui n'a pas de retour, puis répond pas à ces relances-là, c'est qu'il y a un problème. Puis moi, je dis toujours que c'est de base un problème d'éthique en affaires. S'il y a quelque chose qui a été modifié de ton point de vue, s'il y a une situation qui est différente à l'interne, au moins prends la peine de l'expliquer puis de dire à la personne avec qui tu avais discuté que les choses ont changé ou tu as changé de poste, que tu vas lui revenir avec, par exemple, sa remplaçante ou son remplaçant. Je pense qu'il y a une question de responsabilisation là, puis c'est vers ça qu'on doit aller dans la professionnalisation aussi de ces rôles-là. C'est de s'engager, mais correctement, à dose normale, mais de respecter ces petits engagements-là. Parce qu'on va tout être gagnant si on le fait correctement. Je dois mentionner que l'approche Sandler, on est en communication. Hein. L'approche Sandler, c'est de la communication. C'est basé sur l'analyse transactionnelle, Eric Berne. Puis on parle d'établir une relation entre adultes. Ouais. C'est pas le parent critique qui parle à l'enfant. On veut pas être là. Ouais. On veut rien forcer non plus. On veut rien forcer. C'est 2 êtres humains, c'est 2 adultes qui veulent transiger puis que ce soit gagnant-gagnant. C'est ça qu'on recherche. Oui, puis au-delà des perceptions aussi, parce qu'il peut y avoir des avantages. Tu sais, malgré les perceptions, l'acheteur, par exemple, peut avoir vraiment un bénéfice important à rencontrer quelqu'un avec une ouverture sur de nouveaux produits ou des solutions plus innovantes. C'est toujours aussi comme ça que je le vois. On a tendance, ça aussi c'est la nature humaine probablement, à rester un peu ancré dans nos relations
historiques, traditionnels, puis on avance comme ça, mais on se prive de beaucoup de choses, on se prive de beaucoup d'opportunités. Mais si on s'ouvre au marché, il faut le faire correctement. Donc ça j'aime ça aussi. Et puis, il y a un impact, si on parle d'impact, je prends l'exemple du dirigeant ou du vendeur, la même chose. Si on n'a pas, ou si on crée plutôt ces frustrations-là en cours de route ou dès le début, c'est mal parti, là. On n'arrivera à rien. Hein. Et c'est de la perte de temps de part et d'autre. Il n'y a pas de confiance vraiment, puis il n'y a pas de respect non plus. On peut décider ce qu'on veut comme acheteur, mais il faut que ce soit communiqué dans le respect. C'est toujours un peu ce qu'on essaie de dire. Mais les acheteurs ont aussi des mauvaises pratiques, n'est-ce pas, Serge? Parlons-en des acheteurs. Je les connais plus, ceux-là. C'est clair que je les connais plus. Puis c'est vrai que... on fait pas toujours les choses correctement, hein, on va se le dire, là. Puis ceux qui écoutent, ils vont parfois peut-être se reconnaître puis avoir un sourire. Mais il y a des choses qu'on fait qu'on devrait faire différemment ou qu'on fait pas, qu'on devrait commencer à faire. Et moi, je veux commencer par on va commencer par la plus touchée. T'sais. On va commencer par la gestion des demandes de soumission. Et ça, je sais que c'est un peu le nerf de la guerre, dans le sens où il y a une pratique achat qui dit qu'il faut retourner faire la mise en concurrence de façon sporadique pour s'assurer que soit ce qu'on a en place est toujours adéquat, qu'il n'y a pas d'autres opportunités sur le marché, puis que ce qu'on propose est compétitif, qu'on est vraiment dans un contexte de mise en concurrence. Donc, on va lancer des appels d'offres, par exemple. Il y a aussi une pratique qui veut qu'on lance un appel d'offres à un fournisseur que l'on connaît, donc un fournisseur historique, connu de l'organisation, mais que tout le temps, on mette dans le mix des nouveaux qui viennent peut-être d'arriver sur le marché, qui ont des choses complètement différentes ou flyées à proposer, qui peut nous permettre de faire des gains en innovation ou en autre chose. Mais parle-moi de l'envers de ces pratiques dans certains cas, et puis c'est aussi des frustrations probablement du côté vendeur. Oui, puis les appels d'offres, c'est toujours un dossier un peu sensible. Hein? Et surtout quand on reçoit aux ventes des appels d'offres non sollicités. Ce qu'on forme les représentants à faire, c'est quand ils rencontrent les clients, on reçoit des appels d'offres, c'est de bien qualifier l'opportunité. C'est quoi les enjeux qu'on veut régler? C'est quoi les causes à l'arrière de ça? C'est quoi les impacts s'ils ne règlent pas le problème que l'entreprise pourrait avoir? On va vouloir parler de budget parce que si mon dossier, moi, là, on parle d'un appel d'offres, si on parle de, je sais pas, moi, j'ai un projet, puis de mon côté, il faudrait allouer un budget entre 250 et 500 000, puis le client a peut-être un budget de 100 000, on n'est peut-être pas à la bonne place. Puis par la suite, il faut comprendre le processus décisionnel. Puis c'est là nous, on va former les représentants. Juste avant, Serge, on parle du décisionnel, on va parler un petit peu des budgets, parce que là, on vient d'ouvrir quelque chose. Et normalement, on dit... Belle canne de verre. Ah oui, parce que normalement, on dit aux acheteurs, allez jamais, surtout pas partager vos estimés budgétaires pour un produit ou un service avec des représentants ou dans le cadre d'appel d'offres. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on veut accomplir, aller chercher l'élément concurrentiel du marché. Mais toi, ce que tu dis, c'est que dans certains cas, on est-tu plus dans une relation gré à gré dans ce contexte où on partagera ces informations-là? On n'est pas en appel d'offres. Donc, il y a une relation, il y a possiblement un accord gré à gré, en tout cas un potentiel de... Toi, tu dis que c'est utile de partager certains éléments budgétaires déjà dans le cadre de cette discussion préliminaire-là. Oui, parce que dans le fond, on pourrait peut-être tous se sauver du temps. Puis le but du représentant, nous, on forme les représentants à parler sur le budget parce que ce qu'on veut s'assurer, c'est que si je vais travailler au niveau des ventes à faire une offre de service, on va mettre du temps pour travailler sur un projet. Puis des fois, le temps du représentant, c'est d'autres choses, mais on a toute une équipe à l'interne technique qui vont travailler sur un projet. Le temps, c'est de l'argent. Et puis, si on travaille sur un projet, puis finalement, le projet, je ne sais pas, moi, le client avait 40 000 comme budget, mais moi, chez nous, le projet coûterait entre 80 et 100 000. On travaille tous inutilement. Puis je vais vous donner un exemple où une entreprise, puis je vais faire attention parce qu'ils vont me reconnaître, mais une entreprise qui eux, on a des représentants qui travaillent les dossiers, puis il y a toute une équipe à l'intérieur de graphistes qui vont travailler à monter les propositions. Oui. Puis le représentant, lui, il y avait un de ses anciens clients, il avait déjà acheté 2.
Puis, il avait acheté la première fois, c'était des projets autour de 70 000 $. Puis, monnaie, c'était, il y avait les budgets, puis il était allé top of the line, des produits de qualité. Puis, le représentant, lui, quand il est arrivé quelques années plus tard, puis on l'a rappelé pour d'autres projets, lui, il est parti avec ce même mindset-là. Puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait travailler son équipe à l'interne. Ils ont travaillé sur 3 projets potentiels. Et quand il a présenté son projet au client, le client, la première chose qu'il a dit, écoute, je ne suis pas là dans mes budgets, là. Moi, j'étais plutôt autour de 30 000. Fait que là, on avait du temps, des ressources. Fait qu'on a présumé des choses, puis là, on s'est écarté du... Ils ont tous travaillé pour rien. Ouais. Donc, c'est des deux côtés, c'est gagnant que l'acheteur sauve sur le budget. Puis on ne va pas savoir le montant exact, mais je veux juste m'assurer que est-ce que je suis dans le bon range que tu regardes? Bien, tu sais, moi, je fais le reflet de ce que tu dis là par rapport à la position de l'acheteur. Je pourrais admettre que dans certaines circonstances, ce soit utile si on n'est pas certaine du budget qui est requis. Si c'est un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle solution, on ne connaît pas complètement l'industrie, on ne connaît pas exactement ce qui peut être l'équivalent budgétaire pour se procurer une solution comme ça. Là, je peux comprendre que dans certains cas, on ait envie d'aller un peu voir le marché pour se faire une tête sur ce que ça coûterait de mettre un projet comme ça ou d'intégrer une solution comme ça. Et puis là, effectivement, je l'encouragerais parce qu'on se forme aussi. On peut partir avec un estimé qui est complètement déraisonnable ou qui n'a aucun sens par rapport à ce que le marché propose, qui fait qu'avec certaines informations du marché, ben on s'aligne. Donc, je le conçois mieux de l'acheteur qui peut, lui, poser une question, même si c'est pas exact. Au vendeur, on parle de quoi en estimé budgétaire ou qu'est-ce qu'il faudrait prévoir à peu près. Ça aussi, c'est utile dans l'autre sens parce qu'à un moment donné, on peut se rendre compte, ah oui, on est à peu près dedans ou ouf, non, on n'est pas dedans du tout. Ça n'a pas de sens. Ou je suis bien trop élevé par rapport à ce que j'avais estimé. Donc, toi, t'encourages qu'à un certain point, la discussion budgétaire préliminaire, même si elle n'est pas très précise. Moi, je l'encourage dans tous les cas de scénario. Puis, des fois, on va arriver... Il y a des contextes, comme tu viens de mentionner, où l'entreprise, c'est la première fois qu'elle achète quelque chose. Ils n'ont aucune idée. C'est important de s'ouvrir sur un budget potentiel. Puis nous, aux ventes, et ça vient dans la préparation du représentant. Quand il s'est préparé en amont, il connaît ses projets potentiels, il connaît la valeur des projets potentiels, puis il est capable de véhiculer, pour des projets comme on parle, voici la fourchette de prix qu'on pourrait parler. Ça tombe-tu dans vos budgets? Il y a peut-être une validation de la part de l'acheteur par la suite, mais au moins, tout le monde a mis le temps nécessaire. Puis si vraiment ils ne peuvent pas se le permettre, bien, le dossier il est clos pour l'instant. Puis c'est la même chose quand l'acheteur il est vraiment mandaté pour acheter un produit. Si lui a un budget en tête précis, bien, il faut qu'il sauve son budget. On va sauver du temps au niveau de la vente. Parce que si moi, je ne sais pas, le client a un projet, puis lui, dans sa tête, son budget, c'est 125 000, puis nous, aux ventes, mon entreprise, ce projet-là, j'ai rien en bas de 175 000, il faut s'en parler. Peut-être que le client serait peut-être ouvert à écouter ce que moi j'ai offert à 175 000. C'est quoi l'écart entre les deux? Puis peut-être que l'écart est raisonnable pour eux, puis ça peut-être fait peut-être du sens, mais s'ils ne peuvent pas aller aussi loin, on va tous se sauver du temps. Parce que tu vois qu'autour de cette posture-là, il y a la perception aussi que, comme acheteur, si je partage puis je divulgue un peu mes estimés budgétaires, bien, la perception, c'est que, ben, c'est drôle, la proposition ou ce qu'on va me proposer va arriver exactement ou à peu près dans cet élément budgétaire. Mais ce que tu dis, c'est que si c'est pas réaliste pour le vendeur de rentrer dans ce budget-là, il va pas proposer quelque chose qui fait pas de sens non plus. Là. Puis ça vient tout sur la relation qu'on a établie au départ. Si j'étais capable, dans les premières discussions, d'établir ce lien-là, comme j'avais fait avec mon client, on établit un lien de confiance. On va s'ouvrir ces éléments-là. Moi, je dis souvent aux représentants, tu sais, l'acheteur là, avec qui tu n'as jamais transigé, qui t'appelle là, out of the blues, qui là veut rapidement de l'information, il ne s'ouvre pas sur le budget, il y a probablement un agenda caché. Puis probablement tu devrais mettre du temps ailleurs. Puis est-ce qu'on parle des soumissions, des 3 soumissions? Ça, c'est une pratique, c'est souvent dans les politiques achats, au-delà d'un certain seuil, d'aller voir ce que le marché propose et de demander 3 soumissions minimalement.
Celle-là que des fois, on regarde, puis juste en la regardant, on sait qu'elle est pipée, là. Mais ça, là, il y a plein de façons de Mm. dire je me suis conformée à la politique, et puis j'en suis témoin. Il y en a qui sont très créatifs, puis qu'il y en a une soumission ou un fournisseur qui va être capable de livrer ce qu'on a besoin, puis il y en a 2 qui ne seront jamais capables. Mais on a quand même envoyé 3 soumissions, puis il y en a juste une qui a été reçue. Et je veux que tu m'en parles parce que je suis pas sûre qu'on prenne la mesure toujours sur l'impact que ça a sur la réputation de l'organisation. Et ça peut faire mal, parce que je me rappelle moi aussi personnellement d'avoir vu des choses, puis je sais que, tu sais, on parle d'éthique en affaires, on ne veut pas perdre son temps, faire perdre le temps des autres non plus. Il y a des choses à ne pas faire. Et sur la réputation, je dis toujours que le marché est un bien petit marché, puis qu'à un moment donné, il y a des choses aussi qui se savent dans le marché, qui sont pas nécessairement reluisantes non plus pour une entreprise. On veut pas ça non plus. C'est pas bon pour la réputation. Donc, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu identifies? Et ça, c'est intéressant pour l'acheteur parce que vous avez les yeux pour repérer les signaux dans ce que vous recevez dans le cadre d'un appel d'offres ou une demande de soumission. Vous avez ce laser-là pour déterminer c'est crédible ou non crédible, et là, prendre la décision, j'y réponds ou j'y réponds pas. Et ça, c'est intéressant. Je veux t'entendre là-dessus. Oui, j'ai un exemple qui me revient toujours en tête, qu'on appelle l'appel d'offres, plusieurs années passées, où un organisme public et qui faisait affaire avec le même fournisseur depuis plusieurs années, si pas dire des décennies, puis il ne voulait jamais rencontrer nos représentants. La porte était assez fermée. Quand ils nous rencontraient, c'était des courtes rencontres, pas tellement cordiales. Et puis, aux 2 ans, 3 ans, il allait en appel d'offres. Puis, à un certain moment donné, nous, on avait décidé comme organisation qu'on ne répondait plus aux appels d'offres qui étaient non sollicités de notre part, qu'on n'avait pas travaillé en amont. Et puis, à ce moment-là, on a reçu sa demande de soumission qu'on n'a pas répondu. L'acheteur, quand il m'a appelé, et l'appel, c'était « Monsieur Chagnon, on n'a pas reçu votre soumission. Quand est-ce qu'on va la recevoir? » Puis j'ai répondu « Bien, vous ne la recevrez jamais. On ne répondra pas. » Puis il me disait « Vous ne pouvez pas faire ça. » Eh bien oui, on est compagnie privée. Depuis des années, vous faites toujours affaire avec le même fournisseur. Vous ne voulez pas nous rencontrer. Vous n'êtes pas ouvert au changement. Pourquoi est-ce qu'on mettrait du temps à faire un offre de service? On avait au-dessus de 5000 produits. C'est du temps, c'est de l'énergie pour un organisme qu'on n'a jamais senti la volonté de changement. Fait que vous avez détecté que dans cette démarche-là, à chaque 2 ou 3 ans, la véritable intention était d'aller chercher les prix du marché pour challenger son fournisseur actuel. Ça. Et ça, c'est dramatique. Ça, il faut se défaire de ces pratiques-là. Parce que, comme je le dis, c'est dur sur la réputation d'une organisation quand on commence à le savoir. Puis j'observe aussi, je ne sais pas si c'est en lien ou pas avec la pandémie, mais on observe aussi une espèce de tendance pour certains fournisseurs à décider avec qui ils veulent travailler. Et il y a certains clients même, parfois de longue date, qui délaissent, mais il y a des nouveaux clients qui ne veulent même pas nécessairement considérer non plus. Donc, je me dis, si on ajoute des comportements ou c'est rien pour aider notre cas. Puis il peut se produire aussi, comme on voit dans certains secteurs publics, dans certains cas, où le marché ne répond plus du tout. Donc, on va lancer des appels d'offres et puis on aura très peu de réponses. Donc, on va aller chercher notre innovation comment, on ne sait pas. On vient finalement s'encarcaner dans une relation traditionnelle avec le peu de bénéfices que ça peut représenter. Oui, l'exemple que je vous ai donné, l'acheteur, lui, il était mal pris parce que là, lui, on lui demandait 3 soumissions, mais là, on ne soumissionnait pas. Puis on va savoir de questions qu'on soumissionne. Il n'y a pas tant de joueurs que ça qui étaient en mesure de répondre à son besoin. Donc, moi, j'avais dit, la réponse, c'était, bien là, j'ai un problème, ça prend 3 soumissions. Bien, je demande à ton fournisseur actuel de te donner 2 soumissions, là. Ça, c'est pas mon problème, c'est le tien. Puis, tu sais, tout ça, c'est dans le marché. Puis, si l'entreprise n'a vraiment pas l'intention de changer de fournisseur, travaillez donc la relation avec votre fournisseur. Ayez une relation de confiance avec le fournisseur actuel, gagnant-gagnant. Permettez-lui de faire des profits raisonnables sur ses ventes. Puis, vous, avoir un prix compétitif, puis tout le monde va être heureux. Oui, c'est ça. L'envoi de demande de soumission, c'est pas toujours la stratégie la meilleure non plus. Des fois, il y a d'autres aspects. C'est sûr que ça dépend des produits puis des services. Là, mais... Et c'est beaucoup de temps pour les fournisseurs potentiels. Puis, c'est pas juste le temps du vendeur.
Vendeur, c'est frustrant parce que le temps qu'il ne met pas là... C'est toute une équipe là, derrière puis il y a ça, toute souvent. une équipe en arrière. Là, puis des fois, l'équipe en arrière, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens. C'est Sans compter coûteux que pour les souvent, entreprises. les périodes pour répondre courtes. sont assez courtes. Vous savez, quand on reçoit ça un vendredi puis on nous demande ça pour le mardi suivant, là, Ça arrive encore beaucoup, ça? ça arrive encore. Mais c'est... Ou la personne envoie ça juste avant le temps des vacances. Ou juste avant les fêtes. Puis on demande ça le retour pour On est encore à ces comportements-là. Moi, je pensais vraiment que... encore. Ah oui, parce que c'est complètement ridicule. On n'est pas dans l'optimisation de rien du tout, là, à ce moment-là. Là. Puis le fournisseur, lui, est frustré. Bien, l'équipe est frustrée. Avec raison. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de... Et puis, ces équipes-là, pour avoir partagé certaines informations à une certaine époque, ils ont des comptes à rendre aussi. Ouais. Et ça m'amène à la question du feedback. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui disent non, on n'a pas de réponse à donner. C'est dans le cadre d'un appel d'offres. Il y a des fournisseurs qui sont retenus, puis il y en a d'autres qui ne sont pas retenus. Puis on les informe qu'ils ne sont pas retenus et ça devrait s'éteindre là. Il y a une autre école et des gens qui disent non, minimalement, surtout dans un projet d'envergure où il y a une préparation importante, il y a un minimum d'informations à partager en feedback pour expliquer là où ça a fait plus mal dans la proposition de ce fournisseur-là qui a perdu en particulier. Donne-moi ton avis là-dessus, parce que ça devient aussi un moteur important pour continuer. On ne peut pas juste dire ta proposition sur laquelle tu as travaillé 3-4 mois et pas retenue. Meilleure chance et merci de votre intérêt. Je pense qu'il y a une question de, de traiter les gens correctement. Parce que l'équipe qui a travaillé sa soumission ont des comptes à rendre, eux autres aussi. Puis ils ont un comité de direction, ils ont un management qui vont vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, surtout s'il y a un grand investissement de temps de l'équipe à l'interne pour travailler sur le dossier. Donc, eux ont des comptes à rendre. 2, s'il y a une matière à amélioration, ils veulent aussi travailler de leur côté pour être meilleurs. Fait que je pense qu'en termes de respect, on a demandé des soumissions, on demande aux gens de travailler fort. On devrait peut-être juste donner un minimum d'informations pour permettre à ces fournisseurs-là potentiels, s'améliorer, peut-être trouver des pistes de solutions de leur côté, puis travailler sur leur relation aussi, à long terme. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de bénéfices à faire ça. Puis oui, c'est dans le respect, mais... On doit savoir pourquoi on a perdu quelque chose d'important. Puis c'est pas révéler une information sur les concurrents nécessairement, mais c'est vraiment expliquer là où il y a des faiblesses. Puis comme tu dis, les points d'amélioration. Moi, j'ai toujours été fervente de ça, mais je sais qu'il y en a qui sont très, très réfractaires à faire ça. Puis j'ai vraiment peine à comprendre pourquoi. Puis mettez-vous à la place du vendeur qui, lui, c'est lui qui a emmené le dossier, ou il a travaillé le dossier, il est en relation avec l'acheteur. Et puis là, du jour au lendemain, il y a juste un avis qui dit non, mais il n'y a pas d'information. Lui, de son côté, là, en gestion des ventes, nous, on veut savoir c'est quoi les projets potentiels, ça vaut combien, quand est-ce que ça va être signé. Puis quand c'est pas signé, on va savoir pourquoi. Bien sûr. Là, on a des comptes à rendre. Oui, puis il y en a qui ont partagé avec moi dans le passé, à un moment donné, après avoir partagé certains éléments comme ça à titre de feedback. J'ai eu des retours me remerciant d'avoir partagé ça parce que ça avait créé des changements à l'interne assez drastiques. Et une espèce de prise de conscience que, wow, on est désaligné là, en termes de concurrence, on n'est plus du tout dans le marché. Il faut qu'à un moment donné aussi, on les aide, ces organisations-là. Si on veut qu'ils reviennent aussi en appel dans le futur, il faut qu'on les conserve là. Puis il faut, à mon sens, c'est quelque chose d'important à faire. Puis c'est à l'acheteur à prendre le temps de le faire. Il faut le faire. Donc, je dis que dans l'établissement d'un projet comme ça d'appel d'offres, on a nos échéanciers, on a nos dates, on a nos étapes, mais il faut que l'élément du feedback soit une activité précise dans ce projet-là. Et il ne faut pas qu'on fasse des à côté, là, mais rédaction de documents de feedback, qu'est-ce que ça va contenir? Je pense qu'il faut l'établir à l'avance. Puis je pense que c'est crédible de faire ça. Ça fait sérieux aussi. Puis, il ne faut pas être surpris que le représentant va appeler pour poser des questions, pour comprendre. Puis la vente est faite. C'est ça, on est conscient là, que quand l'appel d'offres est sorti, elle a été attribuée, il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais lui, c'est parce que lui, de son côté, il se fait questionner. Puis s'il n'est pas capable d'aller chercher l'information, qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? Bye-bye, il ne répondra plus. Puis c'est là qu'on manque des opportunités. Est-ce qu'on marque aussi, tu remarques, Serge, avec les gens que tu rencontres, puis dans ton historique,
On a peut-être des tactiques un peu parfois déloyales aussi. Hein. Je parle du point de vue de l'acheteur. On a beau dire que certaines choses doivent se faire, que certaines choses ne doivent pas se faire, que des informations qui sont confidentielles, partagées par un fournisseur, ne doivent pas être divulguées aux autres fournisseurs. On n'est pas encore top là-dessus, je pense. Hein? Qu'est-ce que tu vois encore par rapport à ça? Oui, il y a une expression que j'aime bien, c'est la consultation gratuite. Où ce que l'acheteur... Puis ça revient toujours sur la relation de confiance. L'acheteur qui nous appelle à la dernière minute, il va avoir des prix rapidement, il demande beaucoup d'informations, il ne nous consacre pas du temps, puis tout est sur le rush. Puis la première chose qu'on sait, c'est que finalement, il continue à travailler avec son fournisseur actuel. Puis la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a obtenu nos prix pour négocier son fournisseur peut-être à la baisse, pour s'assurer de son côté, il avait encore un bon prix, pour dire à son boss, écoute, boss, je suis allé voir chercher 3 soumissionnaires, mais je vais continuer à faire accord avec Roger. Tu sais, je connais bien Roger, la compagnie XYZ. Donc, il y a ça qu'on peut voir à l'occasion. Puis des fois, c'est de prendre tout le transfert de connaissances qu'on peut avoir, puis finalement s'apercevoir que le client, soit qu'ils l'ont fait à l'interne eux-mêmes, oui, ils ont cherché d'autres solutions, mais basées sur notre information qu'on peut avoir transmise. C'est ce que j'appelle la consultation gratuite. Oui, non, c'est un bon exemple. Et on est vraiment là dans un des éléments aussi fondamentaux de toute bonne relation, communication. Il faut être transparent. Si on a un doute sur la possibilité de faire certaines choses nous-mêmes à l'interne, pourquoi pas en discuter ouvertement avec un représentant? On s'est dit, écoute, on va voir sur le marché, on n'est pas bon là-dedans, on cherche une expertise. Peut-être qu'il y aurait un mix de services externes, des choses qu'on pourrait faire, nous, en change. C'est des choses qui peuvent se discuter aussi. Il ne faut pas cacher ces informations-là. Peut-être que l'acheteur, des fois, devrait se demander, est-ce qu'il aimerait ça que ses collègues vendeurs de son entreprise se fassent faire la même chose? Ça, là, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Tous les acheteurs travaillent pour des entreprises dans lesquelles il y a des vendeurs. Exactement. On oublie souvent. Les vendeurs oublient qu'il y a des acheteurs dans leur organisation. Ils font face à aussi des équipes d'achat. Puis souvent, l'acheteur oublie qu'effectivement, la fonction des ventes, c'est aussi une fonction importante dans leur organisation. Je pense qu'il y a des réflexions miroirs aussi qu'on peut faire. Puis si on veut être bien traité, bien, il faut aussi traiter l'autre aussi dans un certain... J'appelle ça l'éthique des affaires. On n'est pas dans la tricherie, puis on n'est pas dans la... Mais on est juste dans quelque chose qui est fait correctement, avec les bonnes intentions, sans nécessairement... Puis, tu sais, ça m'amène sur un des sujets qu'on peut adresser en terminant, mais, tu sais, la question de la négociation. Nous, on ose penser, puis je pense que la pratique aussi, chez nos professionnels à pro, change. On n'est plus dans la négociation. On a un intervenant qui est venu à notre balado qui disait on n'est plus étrangler nos fournisseurs pour qu'il n'y ait plus de jus puis avoir des conditions financières absolument... Mais il y a des types de négociations qui se font bizarrement. Ils ne sont pas toujours à l'avantage de cette relation-là, disons. Parle-nous-en un peu. Je suis sûre que tu as plein d'histoires là, qui passent dans ta tête. Oui, puis la première chose que je dirais, c'est que si à la base, on a bien compris le besoin du client, on comprend ses enjeux. 2, on a parlé du budget. Oui. Oui. Puis on comprend très bien les critères décisionnels. On vient de mettre une partie de la négociation de côté parce que le représentant, s'il a bien fait son travail, il va présenter le bon produit à la bonne personne, au bon prix, dans les bonnes conditions, qui respectent tout ce qu'on a parlé en amont. Moi, en vente, je dis aux représentants, quand vous faites négocier, c'est parce qu'à la base, il y a une étape avant que vous n'avez pas fait. Si tu n'as pas parlé de budget, mais peut-être que quand tu présentes ton offre, tu vas peut-être avoir des surprises. Puis peut-être que le client qui avait, je ne sais pas moi, 250 000 à mettre, tu es à 275 000, peut-être qu'il va vouloir te négocier de 25 000. Mais si on s'était entendu sur 250 000 au départ, peut-être que j'aurais modulé, puis il y a peut-être des composantes dans mon offre, il y a peut-être des gizmos qui ne sont pas nécessaires pour lui, que j'aurais retiré. Ouais. Fait que ça, c'est la première chose. 2, quand on arrive, ça va arriver de la négociation. Mais la première chose qu'on doit faire en négociation, nous autres, au niveau des ventes, la réponse est non. Puis il va falloir, tu sais, comprendre pourquoi que je vais négocier. Qu'est-ce qui fait en sorte? On parle de combien? C'est-tu un écart de 10 de 20 Si l'écart est trop grand, parce que c'est souvent qu'on n'a pas la même offre. Tu sais, si, par exemple, j'ai été dans le domaine du logiciel, si l'écart était très grand, c'est parce que mes compétiteurs ne feraient pas les mêmes modules. À ce moment-là, on va aller voir qu'est-ce que tu as dans ton offre de ton autre
fournisseur que tu me parles. Mais qu'est-ce qu'on avait dans le devis, première C'est des dans choses? le devis, Ouais. puis là, est-ce qu'on va s'assurer qu'on a les bonnes choses? Puis après ça, s'il faut que je fasse une concession, attendez-vous, messieurs, mesdames, les acheteurs, que je vais vous demander quelque chose en échange. Si moi, je donne quelque chose, j'aimerais ça avoir quelque chose en échange. Puis des fois, le quelque chose en échange, c'est, tu peux-tu m'ouvrir la porte dans une autre division? Si j'ai un rabais à donner, est-ce que je pourrais compenser en ayant la porte ouverte dans une autre division, une autre succursale, une autre région, qui ferait en sorte que je pourrais, moi, de mon côté, à l'interne, dire, écoute, il a fallu que je fasse une concession, mais j'ai peut-être un gain ailleurs. Fait qu'il faut être créatif aussi dans la façon d'aborder la négociation. Puis pour moi, c'est une discussion. Oui, puis évidemment, la négo, là, il y a une différence entre si je suis en contexte d'appel d'offres formel. Mm-hmm. Puis si mes critères, c'était mon prix, ben là, je suis un peu coincée. Ouais. Mais sinon, je peux considérer autre chose. Donc, l'appel d'offres versus le gré à gré, où là, j'ai peut-être plus de flexibilité. Mais on revient quand même, et je le répète, parce que si on a travaillé le devis avant, si on connaît le besoin, je parle pour l'acheteur, là, je connais mon besoin, je travaille avec les gens à l'interne qui connaissent ce dont on a besoin. J'ai un devis qui est bien formaté, qui est équilibré, qui est paramétré. En avançant dans mes propositions aussi, je ne devrais pas avoir des surprises énormes. Puis si j'en ai, je peux aussi aller négocier certains éléments, mais je dis toujours aussi que la négociation, elle se prépare bien avant qu'on lance un appel d'offres. Mes critères de négociation sont établis là. Fait que souvent, je peux compenser en m'en allant aussi. Donc, j'ai moins d'éléments à négocier au final. C'est ça que c'est un petit peu ça. Mais si on part de rien, on n'a rien préparé, on arrive à négo, on a l'impression qu'il faut refaire tout l'exercice une deuxième fois. Donc, ça, c'est pas nécessairement quelque chose de bien. J'aimerais, Serge, aussi qu'on aborde... Pourrais-tu juste ajouter oui, vas-y. que tu penses que tout part en amont? Oui. Mais il faut aussi que les acheteurs pensent qu'à la fin de la journée, toutes les entreprises ont le droit de faire des profits. Bien sûr. Fait qu'une négociation excessive va faire en sorte que tantôt, il y a peut-être des fournisseurs qui vont se retirer parce qu'ils ont peut-être des excellents produits, des excellentes offres, mais s'ils ne font pas de profit, c'est soit qu'ils vont fermer ou ils vont se retirer tout simplement puis ils vont aller travailler avec d'autres clients avec qui ils peuvent faire plus de profit. C'est important. Toutes les entreprises ont besoin de faire des profits. Mais c'est un bon point parce que c'est ce qu'on dit aussi aux entreprises en termes d'achat. Comment travailler mieux en amont pour acheter mieux à moindre coût, pour être plus compétitif et plus profitable. La même chose s'adresse à l'entreprise qui est en face de nous. Ouais. Donc, évidemment, il y a quelque chose de raisonnable à appliquer là-dedans. Ce que je voudrais qu'on aborde en terminant, parce que c'est tellement intéressant qu'on pourrait en parler très, très longtemps, c'est la question de la décision. Donc, il y a le planning de la prise de décision. Ça, tu vas nous en parler aussi parce que souvent, c'est un peu flou. Quand est-ce que la décision va se prendre? Soit on est complètement flou ou soit on met une date puis on ne la respecte pas. Donc, j'aimerais ça d'abord qu'on traite de ça. Et puis après, on va aussi discuter de l'acheteur quand il aborde cette relation-là ou quand il est dans le cadre d'un nouveau projet. Est-ce que le décideur doit faire partie de la discussion ou est-ce que l'acheteur a un rôle à jouer à aller chercher ces informations qui vont, en bout de ligne, faciliter la décision? Parlons d'abord du premier sujet. Si tu veux parler de l'acheteur? OK. Moi, avant, je vais toujours former les représentants à parler aux décideurs. Puis la raison est fondamentalement, je veux comprendre de la part du décideur. C'est quoi les enjeux réels qu'il veut régler? C'est quoi les causes? C'est quoi l'impact de les régler? Est-ce que ne pas changer est une option? Puis je veux savoir, dans son ordre de priorité à lui, ce projet-là, il est où? Je veux m'assurer que je vais qualifier solidement le projet avec lui sur les bonnes bases. Parce que si l'acheteur, lui, peut avoir sa perception du projet, mais si le décideur, lui, sa perception est différente, c'est l'enjeu que lui, la voit différemment, peut-être que l'offre de service que je vais proposer ne répondra pas à ses critères ou à sa vision à lui. C'est intéressant, mais en même temps, c'est un peu perturbant. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un scénario où un acheteur aborderait une relation ou amorcerait une relation pour un futur projet, par exemple, sans avoir l'information nécessaire requise, parce que, dans le fond, son rôle, puis là, j'en ai au rôle du professionnel d'achat, c'est de s'assurer,
Puis quand toi, tu dis décideur, pour moi, c'est un utilisateur interne. Ça peut être le responsable des opérations, ça peut être le responsable de la maintenance, ça peut être... Dans une PME, par exemple, on n'aura pas toujours le dirigeant assis à une table pour amorcer une relation avec un fournisseur. Donc, mon point, c'est de dire que si c'est important pour le processus de mise en relation et pour avancer en confiance et en transparence, donc c'est important que l'acheteur lui-même puisse, à l'interne, aller chercher toutes ces informations-là avant même d'en discuter. De voir, par exemple, avec ses utilisateurs, son client, lui, à l'interne, c'est quoi son besoin, quelle est la problématique, et puis éventuellement l'introduire dans certaines discussions aussi, potentiellement. Mais on n'est pas dans une pratique où on dit à l'acheteur, laisse faire ton décideur ou ton utilisateur pour rencontrer le fournisseur. Tu vois, c'est sensible. L'acheteur doit prendre sa place, donc véhicule de l'information ou s'assure d'avoir à ses côtés pour compléter une discussion. Les gens qui ont l'expertise, connaissent le besoin, etc. Ça, on est tout à fait en faveur de ça. Mais pour ça, quand tu dis le décideur, ça challenge un peu la pratique. Là. Oui, j'en suis conscient. Mais je sais que quand tu en parles, c'est par souci d'accélération aussi de l'aboutissement, d'accélération à la prise de décision. Et ça, c'était aussi en lien avec mon premier point, c'est de dire, arrêtez dans vos appels d'offres de dire que, par exemple, la décision devrait être prise après tant de temps, si c'est pas ça qui arrive. Parce que ça aussi, on le voit. Ça, vous devez le voir tout le temps. Oui, puis c'est pour ça que nous, dans le processus de qualification, on va avoir une étape, parce qu'on parlait du processus décisionnel, on veut comprendre c'est quoi les étapes, c'est quoi les dates des étapes. Des fois, on s'aperçoit que finalement, le processus, il y a des éléments qui seraient peut-être à réviser, parce que si on veut prendre une décision, par exemple, on veut faire une implantation, ça prend 6 mois, puis ils veulent se décider, je ne sais pas moi, dans les 4 prochains mois, mais là, ça rapporte ta décision. Ta décision, là, ça rapporte ton projet plus tard. Donc, de comprendre les dates, c'est important. Puis ça va aussi guider le vendeur dans ses suivis de son côté. Puis dans l'utilisation de ses ressources aussi. Ben, si le projet commence dans 4 mois versus dans 8 mois ou dans 10 mois, ça n'a pas du tout le même impact au niveau organisationnel. J'ai œuvré dans le domaine des logiciels, puis ça, on travaillait ça très fort avec les clients, parce que l'implantation, c'était minimum 6 à 9 mois. Donc, si le client voulait se décider, je ne sais pas, moi, il veut avoir une implantation qui est dans 4 mois, bien, écoute, il aurait fallu, là, je faisais un backtracker, le terme en anglais, mais il fallait revenir dans le temps et dire, monsieur le client, il aurait peut-être fallu prendre ta décision il y a 3 mois. Parce que là, il est trop tard. Ouais. Puis c'est de là que ces questions-là, tu sais, puis si l'acheteur n'a pas l'information, il faut aller la chercher. Parce que sinon, on risque de travailler pour un projet qui ne concrétise pas. Donc, puis moi, je pousse vers ça, c'est qu'au niveau de la maturité d'un responsable d'approvisionnement qui va, par exemple, suivre puis développer ces projets-là, il a la charge d'aller chercher ces informations-là. Puis si dans son esprit, il sait que c'est minimum 6 mois, 8 mois faire l'implantation de son projet, bien, il y a des démarches qui doivent commencer avant où il doit dire à ces gens à l'interne, non, vous rêvez en couleur, là. En partant ça maintenant, si j'ai pas une décision avant telle date, oubliez ça, ça pourra jamais se faire. C'est ce genre de leadership-là qu'on demande aussi aux gens à l'interne, aux appros, aux achats, de maîtriser les facteurs entourant certains projets pour soit pousser des choses à l'interne, puis aussi mieux se positionner face aux vendeurs pour qu'ils parlent le même langage, parce que sinon, c'est voué à l'échec. Là. Et moi, je vais conseiller aux représentants, aux vendeurs, que si on ne peut pas respecter les délais, si c'est trop serré, mais t'es peut-être mieux de passer à côté de l'opportunité, parce que ce que ça peut faire, c'est que si c'est trop serré, on va frustrer l'équipe à l'interne. T'es pris en défaut après. Puis après ça, on ne peut être pris en défaut. Donc, ça revient tout à l'importance d'avoir une discussion ouverte avec le vendeur pour aller chercher le plus d'informations possible pour bien qualifier. Puis, dans le fond, le but du vendeur, nous, c'est de s'assurer qu'on comprend bien. On va adresser les vrais enjeux au bon moment. Puis, si on connaît bien les critères de décision, on est capable de voir est-ce que je devrais continuer sur le projet ou non. Puis peut-être que la solution, c'est peut-être pas la nôtre. Puis c'est correct, ça. Oui, c'est peut-être plus honnête de le faire comme ça. Une question comme ça que j'ai pour toi en terminant. Est-ce que tu es en faveur, tu as été impliqué, puis peut-être tes impressions sur les approches achats versus plusieurs fournisseurs? Par exemple, des rencontres où un certain nombre de fournisseurs vont avoir accès à la même information, ou une approche un petit peu plus collective, sans rentrer dans trop de détails. Ça peut se voir aussi. C'est bon ou mauvais, ça? Comment le vendeur perçoit ça, ce genre de choses-là?
Bien, je l'entends pas souvent. OK. J'ai pas été dans des dossiers où ça a lieu. J'ai déjà entendu parler de projets où tous les fournisseurs étaient autour d'une table, là, puis ça négociait serré, mais ça, c'est pas gagnant. Mais, tu sais, si c'est un échange, par exemple, de fournisseurs pour de l'information, puis après ça, il y a un appel d'offres, ça peut être intéressant à faire. Pour aller chercher un peu l'expertise du marché, dans la mesure où le fournisseur accepte de participer, c'est toujours ça un peu la question. Il y a... Ben écoute, Serge, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. Hein? Tu as beaucoup de formations à donner. Tu as beaucoup de vendeurs à décortiquer dans leur comportement. Puis des fois, en étant sensible à l'impact que ça crée, hein, on dit « Ah ouais, peut-être que c'est vrai ». Puis du côté de l'acheteur, je trouve ça intéressant ce qu'on a fait là parce qu'on a mis en relief certaines problématiques qui vont empêcher de développer cette relation-là, qui pourrait générer plein de bénéfices puis être très, très, très optimale. Mais je pense qu'il y a une réflexion de part et d'autre dans ces deux groupes de professionnels à faire pour adapter peut-être ces comportements. Puis toujours penser, moi je suis très, très éthique et gouvernance, puis l'éthique en affaires, là, on le remarque tout le temps. On s'en rappelle aussi. Puis si on veut jouer dans ces ligues-là, je pense qu'il faut tout le temps avoir des comportements éthiques, quels qu'ils soient, que ce soit en termes de suivi ou de réponse à des demandes de suivi. Je pense que ça, faut le faire. Et j'aimerais ça te laisser la note de la fin. Qu'est-ce que tu lancerais dans l'univers là, après la discussion qu'on a eue? Oui, mais je vais faire du millage, ce que tu viens de dire. Au niveau des ventes, les gens doivent aller chercher de la formation. Je peux parler de ma paroisse, mais il y a plein d'autres fournisseurs de formateurs excellents sur le marché. Souvent, les gens tombent dans le domaine de la vente par concours de circonstances. Moi, j'étais un ancien professeur de français langue seconde. Je suis tombé dans le domaine de la vente parce que j'ai parti une entreprise, puis mon associé a dit « Bien, Serge, tu es capable de parler devant du monde, fais le vendeur. » Mais je suis tombé dans le domaine de la vente, j'avais aucune expérience. C'est rare les gens qui tombent en vente, qui veulent être vendeurs à l'âge de 17-18 ans. Tu sais que c'est comme le profil de l'acheteur. Oui, c'est ça. Souvent est arrivé aux achats par accident presque. Moi, ce que je dis aux vendeurs, allez chercher de la formation, allez vous outiller. Puis c'est comme les sportifs, les joueurs professionnels, le hockey professionnel, le football, ils travaillent continuellement à s'améliorer. Ils font de la pratique, ils regardent des vidéos. C'est vrai. On devrait en vendre aussi, faire ça. Puis les outils sont tous là aujourd'hui pour pouvoir s'enregistrer, se voir. Puis ça évolue vite, les outils aussi. Puis les outils, ça augmente. C'est hallucinant maintenant tous les outils qui sont disponibles. Donc, peut-être que les vendeurs auraient avantage à se former un peu plus, puis être encore meilleurs. Puis ce qu'on travaille, c'est de l'humain. Hein. Tu sais, à la fin de la journée, le client va acheter de quelqu'un avec qui il fait confiance. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler à la relation? Puis probablement que les acheteurs aussi ont un travail à faire de leur côté, je pense, de part et d'autre. Puis accepter que ça ne clique pas parfois. Quelqu'un, justement, France Lavalière, qui nous avait dit en balado, ça prend un bon fit. Puis des fois, le fit, il se fait jamais. En fait, le clic, il n'arrive pas à se faire. Puis il faut continuer notre chemin, mais toujours avoir le comportement éthique. Donc, mettre fin à la relation aussi de façon courtoise et respectueuse. Serge, ça a été super intéressant. As-tu aimé ton expérience? Oui, merci beaucoup de ton temps. C'est super le fun. Non, mais je pense que autant les professionnels de la vente que les professionnels des achats vont peut-être voir ces relations-là avec une perspective différente maintenant. Et espérons qu'on ait des belles relations pérennes et productives à l'avenir. Oui, parce qu'habituellement, quand les gens m'invitent, c'est parce que c'est des équipes de vente qui m'invitent, faire des conférences, de la formation et autres. D'avoir des acheteurs qui m'invitent pour faire un atelier c'est inusité. Intéressant. On a cassé le moule. Merci beaucoup de ta présence. C'est très apprécié. Merci. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.